Donc, je vous invite encore une fois de prendre note de tout ce que vous entendez. Il y aura des tables de discussion, des cercles de discussion où vous aurez l'opportunité de poser vos questions et de partager vos impressions. Je veux encore rappeler Madame Michael qui est là comme gardienne du senti pour justement ne pas rester avec comment que ces conversations nous activent somatiquement, physiquement, émotionnellement, etc. De ne pas rester que dans le cognitif. Je pense que c'est un des messages que je retire de notre premier panel. Donc, pour continuer, pour notre deuxième panel, je vais commencer par le thème. Donc, un regard sur les effets de la violence étatique et institutionnelle. Nous parlons alors, comme titre, la violence vécue par les communautés marginalisées. Un problème ou un symptôme, intersection et résistance. Donc, comme j'ai fait pour le premier panel, je vais lire la bio de chaque panéliste, les invitant ainsi de venir me rejoindre sur la scène. Donc, nous allons commencer avec Ted Rutland, est professeur à l'Université Concordia. Ses recherches et son activisme portent sur les dynamiques raciales qui sous-entendent l'organisation urbaine et l'intervention policière dans les villes canadiennes. Et il est co-auteur avec Max Aurélien du livre « Il fallait se défendre, l'histoire du premier gang de rue haïtien à Montréal ». Please don't be afraid, come and take a seat. Pour faciliter les déplacements des panélistes. Donc, welcome, bonjour. Merci, une main d'applaudissement pour accueillir notre premier panéliste. Ensuite, nous avons Pierre-Richard Thomas, président de l'organisme l'ACAI, qui est un fervent défenseur des droits des communautés noires basé à Repentigny depuis plus d'une décennie. Originaire d'Haïti, il œuvre inlassablement pour défendre et promouvoir les droits et les intérêts de ses concitoyens en les sensibilisant aux questions cruciales telles que l'accès aux services, l'amélioration des conditions socio-économiques, la représentativité et la sécurité. Bonjour, Pierre-Richard. Et en troisième lieu, nous avons Marielle Sanon, détentrice d'un baccalauréat en criminologie de l'Université de Montréal depuis 2018. Elle intègre l'organisme Équijustice Montréal-Centre en juillet 2021, où elle agit à titre d'intervenante socio-judiciaire et de médiatrice pour le programme de mesures de rechange général pour adultes. Elle intervient également dans le cadre du projet Parenthèse du Palais de justice de Montréal. Elle accueille, accompagne et soutient les personnes qui souhaitent faire une demande d'évaluation psychiatrique pour un proche. Donc, bienvenue. Bienvenue à tous nos panélistes. Donc, commentaire d'ouverture pour notre conversation du moment. Je voulais proposer une première, pour bien s'asseoir, un premier propos pour bien s'asseoir sur exactement de quoi qu'on parle dans ce deuxième panel. Regardons ensemble la relation entre la violence étatique et institutionnelle et l'eurocentricité. On définit celle-ci comme relevant d'un processus colonial où l'on centre la perspective et la culture occidentale ou européenne par la force. On hiérarchise les connaissances, les méthodes et les expériences, désignant la culture occidentale comme standard. Et on y retrouve aussi l'invalidation ainsi que la suppression des connaissances, méthodes et expériences d'autres cultures. Et je rejoins ce que Pascal disait tout à l'heure. Est-ce que la violence est en continu? Est-ce qu'elle est terminée? Je pense qu'avec ce commentaire d'introduction, c'est un premier élément que je voulais amener. Donc, pour ouvrir le bal, comment est-ce que vous vous appropriez ce commentaire autour de l'eurocentricité, le colonialisme et les violences étatiques et institutionnelles? Patate chaude encore. Merci. En fait, bonjour tout le monde. En fait, après quand même 500 ans de colonisation, la société qu'on a aujourd'hui, c'est pas un hasard. Ça base sur une société maintenant capitaliste avec des valeurs différentes.
et basé surtout sur la façon qu'on traite l'autre. Tantôt, tu as parlé des esclaves qu'on a pris en Afrique, et tout ça, c'est des séquelles qui restent encore dans l'ADN, dans nos ADN, que ce soit comme peuple noir ou comme un colonisateur. Alors, c'est sur la violence institutionnelle qu'on a aujourd'hui à travers l'Occident ou d'autres pays. Ça, c'est des résultats de 500 années de colonisation où on nous voit comme personnes noires, comme inférieures. Tout ça, ça reste dans l'ADN, dans la mentalité des gens. Et c'est pour ça qu'on a encore aujourd'hui la discrimination, le profilage racial qu'on vit maintenant dans nos sociétés. Peut-être le micro qui est derrière toi, comme ça on peut... Merci. Donc, si tu voudrais te prononcer là-dessus. Oui, donc c'est sûr qu'avec l'approche d'Equijustice, le but c'est d'accompagner les gens. Donc on ne va pas forcément se prononcer sur la place qu'a les violences étatiques et institutionnelles, mais plutôt laisser les gens qui viennent vers nous nous expliquer eux-mêmes la place que ça prend pour eux. Donc c'est parce que c'est eux en fait les experts. Le plus de la place la violence peut prendre pour eux. Le but c'est pas de parler par-dessus eux ou de parler en leur nom, mais leur donner l'espace plutôt de nous expliquer pour quelles raisons ces choses-là, dans le fond, ces impacts, ces thématiques-là ont une place pour elles, et ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Est-ce que c'est quelque chose dont ils ont besoin de partager à une autre personne dans le cadre d'un dialogue? Est-ce que c'est quelque chose qui va venir impacter l'accompagnement qu'ils ont besoin quand ils viennent nous voir? Donc, notre but, c'est vraiment de prendre ce qu'ils nous disent et après ça, voir comment les accompagner là-dedans. Et c'est sûr que dans le but d'Equijustice, on va pouvoir modeler aussi l'accompagnement si c'est ça qui est le besoin. Le but, c'est pas de revictimiser les gens quand ils viennent faire nous, c'est vraiment de leur donner un espace qui leur permet vraiment d'avancer, de prendre une agentivité, de prendre le pouvoir sur ce qu'ils ont vécu et d'avancer par la suite. Merci. Et Ted, si tu le veux bien. Mais c'est vraiment tout, là. Pour moi, quand on parle de la violence étatique, la violence institutionnelle, c'est invisible. On n'en parle pas dans les médias, dans le discours public. T'sais, si on lit les journaux et on regarde pour la violence, où est-ce qu'on va le trouver? Dans les faits divers. On va avoir un individu qui a commis un acte de violence, on va avoir son photo. Il n'y a nulle part une discussion de la violence étatique, la violence institutionnelle. Si un policier commet un meurtre, on ne va pas même savoir son nom. Et ça va être vu comme quelque chose de comme... Mais il a fait face à la violence, alors il fallait qu'il se défende. Mais c'est un peu partout. Hein. C'est comme, dans les journaux, il y a une section économie. On parle des bourses, on parle des profits, on ne parle pas des travailleurs. Est-ce qu'ils sont bien payés? Est-ce qu'il y a assez d'emplois? La page culture, ça va être des romans des auteurs blancs. Ça va être des films par des cinéastes blancs. C'est comme... Toute notre culture est basée sur une perspective des dominants, et les dominants sont bons. Ils sont des gens qui produisent de la richesse, de la culture. Et c'est juste dans les faits divers qu'on va avoir des perspectives, des photos des personnes dominées. Mais eux, ils sont violents. Ils ne sont pas des gens qui ont contribué à notre société. Voilà. Et de rester sur ce thème, je continue avec toi, Ted. À partir de la perspective où la discrimination raciale et le racisme systémique sont des déterminants sociaux de santé pour les communautés oppressées et marginalisées, un peu comme préambule, comment est-ce que la manière dont nous définissons la violence peut devenir un outil de répression? Oui, mais encore, c'est tout, je crois. Voilà. Alors, fait à savoir, c'est qu'on vit dans une colonie de peuplement qui a été construit à travers des dépossessions des peuples autochtones, le génocide des peuples autochtones, une société avec 200 ans d'esclavage, alors la réduction des personnes autochtones et noires en état d'esclavage, et la construction d'une société capitaliste qui
une machine pour reproduire les inégalités et la domination. Et une caractéristique d'une société comme ça, c'est qu'on va voir la violence parmi les dominés. Alors, les Autochtones sont toujours une source d'une potentielle violence. Ils veulent voler nos terres. Les natives are restless. Alors que c'est les colons qui a volé les terres des Autochtones, qui les ont tués. Les personnes esclavagées, il y a toujours la peur qu'ils vont tuer leur maître. Alors que c'est le maître qui a réduit l'autre en état d'esclavage avec la violence et la menace de la violence. C'est les employés qui vont voler le patron, alors que c'est le patron qui... Alors c'est une façon de voir la société à l'inverse. Et une conséquence, si on va parler de soigner la violence, ou on veut voir la violence dans une optique de santé publique, c'est que la violence des personnes dominées n'a jamais de cause à l'extérieur d'eux. Pourquoi est-ce que cet individu a commis un acte de violence? Parce que ça arrive, mais il n'y a aucune raison de demander la question, c'est parce que c'est à cause de lui, c'est à cause de sa culture, c'est parce qu'il est sauvage, il est un animal, il est sous-humain, alors que raisonnablement, il y a des causes. Et on peut le voir aujourd'hui. Alors que depuis 3 ans, on parle tout le temps des gangs de rue, etc. Mais ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il y a un acte de violence commis par quelqu'un racisé, c'est nécessairement parce qu'il était membre de gangs de rue, alors que c'est rarement le cas. Alors c'est nécessairement planifié. Ce n'est pas juste le résultat d'un conflit qui est dégénéré. Ce n'est pas juste quelque chose qui est arrivé, parce que ça arrive dans notre société. C'est planifié. Et en même temps, ce n'est pas planifié, parce que la façon qu'on voit des gangs de rue, c'est des gens qui tirent partout, sans réfléchir. Ils sont juste intrinsèquement violents, alors que des groupes de crimes organisés blancs sont rationnels. Ils utilisent la violence juste quand c'est nécessaire. Et on le voit par exemple, l'été 2020, il y a deux meurtres en plein jour à Montréal. Les auteurs des 2 meurtres étaient blancs. Les meurtres étaient commandités par le crime organisé blanc. François Legault était devant les micros. Les journalistes lui ont demandé de réagir. Il dit comme Montréal ne peut pas devenir le champ de tir des gangs de rue. Alors, même quand c'est des actes commis par des blancs, c'est les gangs de rue qui ont façon de... Il y a des gangs de rue dans toutes les communautés, mais quand on dit ça dans le discours public, c'est une façon de blâmer les communautés racisées. Racisées, oui. Et ce que j'entends dans ce que tu nous partages, Ted, c'est vraiment de pathologiser la personne qui est oppressée par la colonisation. Et justement, ça revient un peu à la définition de l'eurocentricité que j'ai proposée tout à l'heure, de standardiser, de mettre comme un drap par-dessus les expériences, la culture occidentale comme justement étant ce standard, et donc les aléas qui en ressortent doivent être intrinsèques à l'individu que l'on oppresse et qui justifie l'oppression en fin de compte. Donc j'apprécie ce que tu nous amènes là-dessus. Justement, puisque vos recherches et votre activisme portent sur les différentes dynamiques raciales, que pouvez-vous dire sur les domaines de recherche émergents qui pourraient avoir un impact sur la prévention de la violence? Oui, alors premièrement, là, pour pouvoir prévenir la violence, il faut briser ce cycle de déshumanisation. Parce que s'il n'y a pas de cause de la violence, la seule solution, c'est la police. Alors, dans une communauté, là, il y a trop de violence, c'est une communauté racisée, alors c'est juste à cause de leur culture. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On envoie la violence. Alors, à la violence interpersonnelle, on ajoute une violence étatique. Alors, la police, c'est la violence. La prison, c'est la violence. Parfois, c'est comme le moindre mal, parfois, mais on doit reconnaître que c'est une forme de violence et qu'on devrait l'utiliser le moins que possible. Alors, en termes des recherches, je pense qu'il y a
30, 40 ans de recherche, surtout dans des villes américaines où il y a beaucoup de violence armée, par exemple. On a regardé ce qui marche, ce qui ne marche pas. On trouve, premièrement, que la police fait plus de mal que du bien, parce que ça ne traite pas les causes de la violence. C'est une façon de punir les symptômes. Parfois, c'est le moindre mal, mais c'est rare. Mais ce qui marche très bien, c'est d'avoir des organismes, des menteurs dans la vie des jeunes marginalisés, souvent des personnes qui ont sorti d'une certaine vie criminelle, qui sont là pour bâtir des liens avec des jeunes, juste pour être là, premièrement. Et si on est là, on peut faire plein de choses. Quand le jeune veut faire un autre chemin, l'adulte est là pour aider ce jeune à faire quelque chose d'autre. Quand il y a un conflit en train de se produire entre deux individus ou deux groupes, il y a quelqu'un là pour essayer de désamorcer le conflit. Alors, ce qui est important, c'est juste comme il y a des groupes à Montréal qui font ce travail, tu sais, des gens qui sont parmi nous. Alors, c'est comme, il y a des recherches qui peuvent défendre leur intervention. Ouais. La recherche existe, il y a peut-être des choses à apprendre aussi, mais avant tout, c'est de reconnaître cet immense travail qui marche. Et on peut démontrer que ça marche, c'est juste que c'est difficile de mesurer la violence qui n'a pas eu lieu. Alors que la police peut toujours compter le nombre d'arrestations, le nombre d'armes saisies. Oui, donc la violence étatique qui devient invisibilisée est difficile à quantifier versus quand il y a déjà un regard sur l'autre qui veut pathologiser ou, comme tu dis, punir les symptômes. Merci. Donc, pour Pierre Richard, si on peut passer le micro. Merci beaucoup. Quelle politique publique ou législative, selon ton expérience, ton expertise en œuvrant dans la communauté depuis plus de 10 ans, quelle politique publique ou législative pourrait être mise en place pour promouvoir des communautés sûres et résilientes? Premièrement, au niveau des structures, au niveau local, ils doivent s'organiser, d'apporter une alternative par rapport à ce que offrent les différents paliers du gouvernement. Parce que, premièrement, il y a, les gens ne croient pas, pour la grande majorité, dans les formes de justice ou de solutions proposées. Je peux prendre comme exemple, parfois on peut avoir des gens qui sont victimes soit de profilage ou qui sont victimes de violences et qui cherchent des solutions et au niveau de la communauté, qui se sent comme plus en confiance avec la communauté. Je peux prendre exemple aussi de parents où son enfant est en crise, par exemple, qui ne veulent pas appeler la police parce qu'ils ont peur pour ne pas être encore des victimes. Vous allez voir, parfois, ils appellent des gens de la communauté qui ont apporté des solutions. Par exemple, un enfant en crise, et puis les parents peuvent appeler un ami, ou l'enfant va aller passer 1 semaine ou 2 semaines, le temps que ça se calme, au lieu d'appeler la police où ça va rentrer dans tout le système, la DPJ, etc. Alors, c'est une des solutions ou des propositions, c'est des structures alternatives par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Puis autre chose aussi, c'est un apport des organismes communautaires, que ce soit en termes de solutions par rapport à la violence, etc., avant que ça dérape un petit peu plus. C'est ça. Merci beaucoup. Ce que j'entends, c'est de vraiment puiser dans les ressources de la communauté qui répond à ses besoins, sachant un peu comme ce qu'on disait avec Ted, qu'il y a une violence étatique institutionnelle invisibilisée
eh bien, comment est-ce qu'on se protège de cela? Eh bien, à l'interne de la communauté, avec les ressources de la culture donnée, les gens trouvent ce support et ça serait de les légitimiser. Elles sont déjà légitimes à l'intérieur de leur communauté, mais de les visibiliser, ces ressources-là qui sont dans la communauté. Effectivement, bon, je peux encore donner un autre exemple. Je pense que l'année dernière, il y a un prêtre catholique qui m'a appelé, qui m'a dit ah oui, il vient de recevoir une personne âgée où son enfant a volé sa carte de crédit, etc. Et puis, qu'est-ce que je dois faire? Il dit il va appeler la police. J'ai dit, mais non, c'est une personne africaine, appeler la police pour les parents, ça, c'est pas faisable, quoi. Ouais, c'est pas une option viable. Ouais, puis je dis, appelez plutôt les enfants, les parents, et puis les faire s'asseoir. Et puis, ça a été résolu dans quelques minutes. Voilà. Au lieu de... C'est des exemples comme ça que dans la population, dans les communautés, qu'on peut apporter pour la communauté. Et ça m'amène à poser une question un peu large, un peu complexe, mais comment pouvons-nous puiser dans les forces des communautés pour des familles et des cultures des personnes oppressées et marginalisées pour agir contre la transmission intergénérationnelle de la violence et pour la même transmission intergénérationnelle, des facteurs de prévention. Donc, je sais que je sors un peu de nos sentiers battus, mais je trouve que tu ouvres déjà le bal sur cette question. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? La communauté ou les communautés ont déjà, dans leur essence, toutes pour supporter, que ce soit les victimes de la violence, etc. Mais il faut les utiliser, hein, les vulgariser, les publiciser. Ensuite, autre possibilité, c'est même dans la structure ou les structures étatiques, comment trouver ou aller chercher des compétences à l'interne. Je vais prendre encore des exemples de personnes qui ont victimes de violences et puis qui a été accompagnées par les services sociaux. Et pour cette personne-là, les services n'étaient pas adaptés. C'était pas adapté par rapport à leurs besoins, aussi à leur façon culturelle de voir les choses. Alors, c'est une autre bataille, c'est un autre combat au niveau des structures étatiques pour avoir de la diversité. Avoir la diversité, et ça va effectivement créer la confiance de la population. Et ce que j'entends dans ce que tu dis d'ajouter de la diversité, j'entends de décentrer la culture de l'institution qui est eurocentrique. Donc, d'encourager, même si que c'est une personne de couleur qui travaille pour la DPJ ou quelle qu'elle soit, elle s'insère dans la culture occidentale de son emploi et de sa profession. Donc, d'encourager cette décentration-là pour justement visibiliser et même tout simplement souligner les forces de la communauté. Parce que des fois, quand on dit « Ah, ben voici, telle technique, j'y avais pas pensé comme ça », ben oui, on a résolu. C'est d'autonomiser les cultures, les communautés et d'offrir le soutien nécessaire pour que ces interventions-là soient durables. Ouais. Et comme je disais tantôt aussi, ça va créer la confiance aussi. Parce voilà. qu'il y a un problème de confiance. Oui. Parfois, même si des gens ont des problèmes de violence ou ont été victimes de violence, faire appel à des professionnels, c'est pas facile parce que c'est pas approprié à leur culture. Il y a un tout manque de confiance et des personnels issus des diversités culturelles. Ça aussi, c'est une des solutions qui pourrait apporter un élément de changement à ces comportements. Absolument. Merci. Merci.
Et pendant que tu passes le micro, je voulais juste souligner un petit peu l'expérience aussi que j'ai eue. Je travaille comme interprète et médiatrice culturelle à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec la clinique transculturelle. Et justement, de faire ce travail-là, d'être assis en cercle avec les intervenants institutionnels, avec la famille, et d'être présente pour expliquer, dans la culture haïtienne, parce que je travaille essentiellement avec les familles haïtiennes, voici l'importance de certains modes de discipline. Voici l'importance du rôle de la maman. Voici l'importance de X, Y, Z. Des fois, j'ai des intervenants qui font « Ah, mais j'avais pas vu ça comme ça ». Parce que la culture de l'institution invisibilise les forces de la famille. Donc, merci. Je suis désolée, juste pour... Je sais, la conversation est tellement riche, mais je veux vraiment permettre la chance à Marielle de nous partager son expertise. Et si on a quelques minutes à la fin, on pourra refaire le tour sur toi, Pierre-Richard. Marielle. Bonjour. Bonjour. Je voulais commencer par te poser la question, comment les différents secteurs de santé, éducation, justice peuvent-ils collaborer autrement, peut-être même hors cours, pour aborder la violence en tant qu'enjeu de santé publique? Pour faire un peu un pont avec ma collègue Olivier, elle a parlé des manière que les gens peuvent venir vers nous pour ouvrir un dialogue, mais il y a aussi ce qui existe, les programmes de déjudiciarisation, donc des programmes qui peuvent être, en fait, les procureurs peuvent référer des gens au lieu de passer par une voie punitive, une voie justement qui peut être violente pour les gens qui leur apposent une étiquette de criminalité, donc les emmener à une voie hors cours pour régler la situation et de centrer en fait la réparation comme but, en fait, au lieu de les punir. Et justement, à savoir que les programmes de déjudiciarisation existent pour les jeunes depuis quand même déjà 40 ans au Québec et depuis 2017 pour les adultes. Et encore une fois, comme je dis, ça peut venir favoriser un peu un cycle de violence, surtout qu'on pense aux jeunes qui, quand se font apposer une étiquette, une sentence, peuvent rentrer dans un cycle de criminalité qui peut devenir violent. Donc, de ne pas les limiter à leurs actions et de leur permettre, à la place d'être punis, de réparer ce qu'ils ont fait. Et en priorisant, quand c'est possible, la participation de la personne qui a vécu les torts par rapport à leur enjeu. Donc, encore une fois, on ne parle pas de forcément réhabiliter la personne ou de revenir à un état normal, mais quand même de permettre un espace où ils ont la possibilité d'entendre la personne qui a vécu les torts qu'ils ont pu causer et possiblement de venir réparer ce qui s'est passé. À savoir que par rapport aussi aux adultes, depuis 2017, c'est également permis justement de, encore une fois, prioriser la place de la victime si elle le souhaite. C'est sûr qu'on ne va pas forcer les gens à être victimisés, mais si la personne désire prendre cette place-là, c'est ce qu'on priorise dans ce genre de programme, ce qui nous différencie justement des autres programmes de déjudiciarisation dans le reste du Canada, donc vraiment cette place-là qu'on donne à la victime. Puis surtout, qu'on peut présupposer aussi, c'est que beaucoup de crimes plus violents sont permis dans d'autres provinces canadiennes, donc de pouvoir envisager que même au Québec, éventuellement, même pour des crimes qu'on considère justement plus graves ou plus violents, la possibilité d'inclure cette victime-là soit encore possible, encore une fois, si elle le désire. C'est ça. Voilà. Donc, justement, même pour la jeunesse, pour la LGPA, même des fois, quand ils vont vers une sentence, les juges peuvent décider de mettre de penser à la justice réparatrice comme sanction. Donc, encore une fois, malgré une sentence, permettre cette réparation aux victimes et de leur permettre de prendre place qui est une place plus grande que juste être témoin du délit, de ne pas avoir de passe de parole sur quel est son besoin, en fait, par rapport à ce qui s'est passé. Et quand on parle de déjudiciarisation, on va au-delà, malgré tout, des rôles définis. Par exemple, oui, une personne peut venir en tant que victime, mais ça ne veut pas dire qu'on limite les gens au rôle de victime, au rôle d'auteur, d'agresseur, peu importe. On laisse la place aux deux parties de pouvoir exprimer des torts qu'elles ont vécus. On sait que la violence peut aller d'un bord ou de l'autre. Donc, de jamais présupposer qu'une personne qui est auteur n'a pas elle-même vécu des violences qu'elle pourrait avoir envie d'aborder. On va être là pour accompagner les gens, pour nommer ces choses-là, de quelle manière elles
compte le nommé, de quelle manière elle pense que ça va être reçu par l'autre. Donc, tant la victime, est-ce qu'elle est prête à entendre que la personne peut elle-même avoir vécu des torts qui l'a amené à ses actions, comment elle va le prendre si c'est nommé, et de l'autre côté, est-ce que l'auteur est prêt à entendre certaines violences, certaines choses. Donc, vraiment leur donner l'espace, c'est ça, de réfléchir un peu à comment les choses vont être faites. Puis, comme on disait tantôt, qu'on peut commencer une réflexion de dialogue, ça va forcément dire qu'on va imposer aux gens de s'y rendre si c'est pas ce qui est le mieux pour eux. C'est vraiment juste, même la réflexion déjà est un grand pas en soi par rapport à réfléchir à l'impact que ça peut avoir. Ouais. Ça va donner le pouvoir vraiment aux gens de prendre le contrôle dans la situation. Ouais. Et ce que j'entends dans ce que tu nous partages, Marielle, c'est vraiment un processus de réhumaniser les deux parties dans ce contexte de la violence. Parce que comme nos deux autres panélistes ont mentionné, c'est à l'intérieur de le racisme systémique, la discrimination raciale, le profilage et comment que la violence étatique et invisibilisée, on déshumanise les personnes. Que ce soit la personne qui a perpétré l'acte et aussi la victime, elle vient à porter un discours sur c'est quoi être victime. Et donc, ce que moi j'entends dans ce processus-là que tu proposes à travers ton organisme ou l'organisme que tu partages avec Olivia, c'est un moment pour réhumaniser l'expérience des deux individus et qu'ils puissent mettre les mots à eux qui leur appartiennent sur leurs expériences. Et de là, si réparation est possible, d'explorer les avenues pour ça. Oui, puis c'est important de justement dire qu'on va prendre leurs mots. Nous, dans l'accompagnement, on ne va jamais dire aux gens comment dire les choses, même que quand dans des contextes où ils veulent pas, où la rencontre en face à face n'est pas possible et que ce sont des messages interchangés ou des lettres, on va toujours leur inviter à prendre leurs mots. En tant que médiateur, on est là pour reprendre leurs paroles, leur vécu, les amener à savoir comment ils veulent le nommer à l'autre personne. On ne va jamais interpréter ou venir nuancer leurs propos. Et par rapport aussi à la violence étatique, comme on peut savoir dans certaines accusations, l'État va être inclus. Par exemple, si je pense aux accusations d'entrave où le corps policier est techniquement la victime des personnes. Actuellement, au programme pour adultes, il n'est pas prévu, à Montréal du moins, que les corps policiers prennent part à un contexte de médiation, mais il a commencé une réflexion justement à quelle serait la pertinence de permettre aux agents de la paix de faire partie des échanges, même s'ils auraient encore une fois la posture de victime, encore une fois en sachant qu'on ne prend pas parti pris de les permettre de rencontrer les gens de la communauté qui sont arrêtés, qui vivent ces situations-là, qui vivent leur arrestation, et d'entendre une autre partie, et que ça pourrait venir créer un rapprochement, une compréhension l'un de l'autre dans les situations où il y a un échange ouvert et permettant aux deux parties de se comprendre, justement. Ouais. Et comme question, pour terminer notre panel, je suis tout à fait consciente que ce n'est pas une question que nous avons préparée ensemble. Parce que ce que vous nous apportez comme information, comme témoignage, comme expertise est tellement riche que ça m'amène à d'autres réflexions. Quand on parle d'intégrer les corps institutionnels et les corps étatiques dans ces conversations qui sont communautaires ou plus proches ou grassroots, donc from the bottom up, comment est-ce qu'on s'assure que leur implication est sécuritaire dans ces espaces-là, pour ne pas reperpétrer les violences étatiques dans des espaces que l'on espérait étaient faits spécifiquement pour les personnes qui en sont déjà victimes? Mais si on parle de la police, les gens ne sont pas en sécurité. Jamais. Alors, depuis les années 80, on parle de la police communautaire. Alors, on va avoir des agents sociaux communautaires, on va les envoyer aux événements comme ça, on va les mettre dans les écoles, on va les mettre dans les centres communautaires. Et dès le départ, ils ont été là pour surveiller les personnes racisées. Dans les écoles de Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies, en 1989, c'est dans le rapport annuel du SPVM. On est là pour surveiller les gangs de rue, pour tracer le réseau de revendeurs de drogue, alors que dans une école sur le plateau, on est là pour animer des activités. Et c'est des gens gentils parfois. Si on a choisi d'être agent socio-communautaire, c'est parce qu'on ne veut pas juste arrêter les gens. On est là pour aider, mais ils sont là pour récolter les informations.
Alors, il doit y avoir des espaces comme sans l'État pour pouvoir partager l'information de façon libre et de s'entraider. J'ai participé dans plusieurs médiations avec la déontologie policière à Repentigny. Premièrement, c'était fait dans le bureau, dans le poste de police. Alors, imaginons quelqu'un qui a été victime de profilage, d'humiliation, et puis vous l'invitez dans le poste de police à rencontrer son bourreau. On a fait quand même beaucoup de démarches, de dénonciations, jusqu'à ce que finalement la déontologie policière a accepté de faire ces médiations dans un bureau neutre, dans des bureaux neutres. Mais je n'ai jamais assisté à une médiation qui termine bien. Parce que d'un côté, on a la personne victime qui éprouve beaucoup de frustration, beaucoup d'humiliation. Et puis de l'autre côté, il y a le policier qui se sent comme confortable dans la sécurité, dans l'ordre, qui a le pouvoir, etc. Mais c'est très difficile. Ça demande une bonne préparation et puis une bonne compréhension, que ce soit du service de police ou du gouvernement, etc., avant qu'on arrive à des solutions. Pour Equijustice, c'est ça. La sécurité est au cœur même d'un des critères avant qu'on se rende à un quelconque échange. On va toujours s'assurer que les gens d'un côté ou de l'autre se sentent en sécurité, tant mentalement que physiquement, tant que moralement. Sont-ils entourés par la suite? Comment ils vont se sentir après avoir eu cet échange-là? Donc, on ne va jamais mettre des gens dans des situations où ils vont se sentir insécurisés. Et on peut toujours sur l'aspect de volontariat et de collaboration. Donc, quelqu'un qui rentre dans cet espace est volontaire et désire collaborer à rentrer dans un échange. Donc, dans l'idée d'inclure les détails. Les corps étatiques ou les institutions. Donc, de les faire rentrer de manière collaborante et volontaire. On s'entend que dans le cadre d'Equijustice, il n'y a aucun bénéfice autre que de simplement permettre l'échange avec une autre partie. Donc, vraiment de rentrer dans le but d'en arriver à une discussion qui est sécuritaire et aussi bénéficiaire pour les personnes qui en font partie, en fait. Merci beaucoup. Donc, un main d'applaudissement pour notre deuxième panel. Merci.